On va parler de sécurité maritime, mais ensuite on aura un concours avec des entreprises qui vont pitcher. Alors pas que des entreprises, il y a des étudiants aussi sur les essaims de drones. Et on terminera la journée par la remise des prix de ce concours. Mais là, on va rester sur l'eau avec nos invités pour parler de sécurité maritime. Je vous les présente très rapidement. Le capitaine de vaisseau Christophe Pagot, qui représente la préfecture maritime. L'amiral Pascal Hausser, qui est directeur général de la FMES, dont on a parlé ce matin sur la partie cybersécurité, mais il y a aussi tout un volet maritime, bien évidemment, pour la FMES. Le colonel Jean-Guillaume Rémy, qui est commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée. Et Hervé Moine, donc, qui est directeur des grands projets innovants à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, la sécurité maritime. De quoi parle-t-on ? Alors, si je vous dis la sécurité maritime consiste à la fois à prendre en compte les risques inhérents à la navigation en mer et à considérer les enjeux de sûreté, c'est-à-dire la protection contre les actes malicieux contre les navires en navigation ou dans les ports, est-ce que c'est une bonne définition ? Christophe. Merci. Avant toute chose, je voudrais dire qu'effectivement, je représente le vice-amiral d'escadre Laurent Esnard, qui est le préfet maritime et le commandant de la zone maritime Méditerranée. S'il n'est pas présent, c'est tout simplement parce qu'il est en déplacement à l'étranger, en l'occurrence à Chypre. Mais je ne doute pas qu'il parle aujourd'hui même, à l'instant, de sécurité maritime avec ses correspondants chypriotes, mais pour la Méditerranée dans son ensemble, parce qu'on en parle tous les jours. Alors, pour répondre à la question, certes, je représente le préfet maritime, mais il y a un ancien préfet maritime à côté de moi, donc bien sûr, il pourra corriger les bêtises que j'aurais dites. Maintenant, c'est quand même un sujet très très vaste. Votre définition était quand même assez bonne. C'est un sujet très vaste, donc je vais tenter d'être à la fois complet mais concis, parce qu'on n'a pas non plus toute l'après-midi pour en parler. Déjà, il peut y avoir deux mots possibles. Il y a sécurité, mais également sûreté. Bon, en fait, je vais traiter la sécurité au sens le plus large possible. Ça m'évitera de donner une définition de chacun de ces deux termes. Et puis, je vais faire une réponse assez scolaire. D'abord, où est-ce que ça se passe ? Bien sûr, ça se passe dans le domaine maritime, sur les mers. Mais la mer est grande, et puis même si elle n'a pas de frontières, elle est néanmoins... je vais retirer le masque, ce sera mieux. C'est pas simple. C'était prévu d'ailleurs. On peut distinguer plusieurs zones différentes. Je parlerai très rapidement de la mer territoriale, qui est la frange nationale, on va dire, au plus proche de nos côtes, de la zone économique exclusive, qui pour la France est quelque chose de très important, puisque la France, je le rappelle, a la deuxième plus grande zone économique économique exclusive dans le monde, après les États-Unis. Et puis, il y a le reste, c'est ce qu'on appelle globalement la haute mer, qui est libre, mais néanmoins soumise à un certain nombre de règles, dont une partie de ces règles, bien sûr, ont pour objectif de préserver la sécurité en mer. Qui est concerné ? Les navires, évidemment, les navires au sens le plus large du terme, les bâtiments de surface, les navires de surface, mais également les sous-marins, mais également les aéronefs qui peuvent voler au-dessus du domaine maritime. S'il y a des navires, il y a aussi, bien sûr, leurs équipages. Là, on parle de vie humaine, de personnes, d'hommes et de femmes, évidemment, et il faut assurer leur sécurité. Mais ça peut être également leur cargaison, à la fois parce qu'elles sont précieuses, mais aussi parce qu'elles peuvent représenter des risques. Il y a des cargaisons dangereuses, plus dangereuses que d'autres. Là encore, au sens le plus large du terme. Globalement, ce sont les usagers de la mer. Mais on peut aussi parler du milieu maritime lui-même, parce qu'il mérite d'être protégé. Il y a aussi une forme de sécurité du milieu maritime, et là on parle de protection de l'environnement principalement, et puis ça va jusqu'au littoral, jusqu'aux côtes, parce que les côtes, bien sûr, sont touchées par ce qui peut venir de la mer. De quelles menaces parle-t-on ? De quels risques parle-t-on ? Là aussi, il y en a beaucoup, et je ne les citerai pas tous. Il y a les risques intrinsèques au milieu maritime. Souvent, ce qui intéresse le plus les marins, c'est la météo. Donc, c'est les risques, ça peut être des tempêtes, ça peut être des marées ou des phénomènes naturels, en tout cas. Ça peut être bien sûr des hauts fonds, des dangers qui sont sur et sous la mer. Ça peut être des phénomènes naturels, bien sûr, des tsunamis, des choses comme ça, des tremblements de terre. Mais ça peut être également des risques liés à la navigation. Et là, je ferai une analogie assez simple avec ce qui se passe sur la route. Les collisions sont toujours possibles, donc c'est ce qu'on va essayer d'éviter.
Les accidents sont possibles, pas seulement lors des collisions. On peut là aussi parler de transport de matières dangereuses, puisque c'est lié à, enfin, ce transport a lieu à bord de navires, et donc il y a des risques qui sont liés à ces cargaisons. Et quel autre type de menace? Il y a aussi un certain nombre de menaces qui existent à la fois sur Terre, mais que l'on rencontre aussi dans le milieu maritime, avec ou sans spécificité d'ailleurs au milieu maritime. La première, c'est le terrorisme. Il existe aussi sur la mer, bien sûr, et il peut servir à transporter des personnes ou des matériels qui ont vocation à devenir des outils de terrorisme. C'est bien entendu la piraterie qui existe depuis qu'il y a des bateaux sur l'eau et qui continue à exister. Ça peut être d'autres attaques ou agressions qui s'inscrivent peut-être par exemple dans le cadre de trafic, parce qu'il y a aussi beaucoup de trafic sur le domaine maritime, bien sûr le narcotrafic, mais c'est aussi le trafic d'armes, c'est aussi la contrebande plus généralement, le trafic que l'on appelle parfois celui de la personne humaine, souvent lié bien sûr à l'immigration par voie de mer. Et puis ma dernière façon d'aborder le sujet, ce sera aussi, une de mes deux dernières, ce sera de dire avec quels moyens on fait de la sécurité maritime. On le fait d'abord à terre, grâce à des centres de surveillance ou des centres de coordination. Ça peut être la préfecture maritime, c'est bien sûr le CROSS, ici à Toulon le CROSSMED. C'est un réseau de sémaphores qui appartient à la marine certes, mais qui est un outil particulièrement précieux pour à la fois surveiller et intervenir. Ce sont des moyens techniques, bien sûr, des radars, des senseurs en général, des radars, mais aujourd'hui, c'est peut être des satellites, bien sûr. C'est aussi des moyens qui sont en mer, sur l'eau, bien sûr, donc des navires, évidemment, dont certains peuvent être spécialisés, qui sont mis en œuvre par l'ensemble des administrations de l'État qui travaillent en mer. Donc, c'est ce qu'on appelle en général la bande des quatre, la marine, la gendarmerie maritime, bien que la gendarmerie maritime fasse partie de la marine, les affaires maritimes et les douanes, et avec leurs composants de garde-côte qui interviennent en mer. Voilà, ce sont à la fois des navires, mais également des aéronefs. On l'oublie parfois, mais il y a beaucoup même les douanes mettent en œuvre des aéronefs dans le milieu maritime. Aujourd'hui, ça peut être des drones, évidemment. Et puis, ça peut aussi être des navires affrétés. Il y en a qui sont quasiment visibles d'ici. Voilà, dernière question que je me pose, c'est comment fait-on grâce, pas par des actions et des interventions sur la mer, dans le milieu maritime, bien sûr, mais des actions de surveillance, de sauvetage, c'est la protection des personnes, de police et de contrôle, des actions de lutte contre les trafics, des actions de lutte contre les pollutions aussi, c'est la protection de l'environnement. Bref, ce qu'on regroupe en général sous le terme action de l'État en mer. Voilà. Je voudrais juste terminer par ce qui est une spécificité française et la rappeler pour ceux qui ne l'ont peut-être pas en tête. C'est qu'en France, on a la chance, je crois que les autres pays le voient comme ça, d'avoir des préfets maritimes. C'est un héritage qui est ancien, qui nous vient de Napoléon. Préfets maritimes qui, depuis qu'ils existent, ont toujours été des officiers généraux de la marine, c'est-à-dire des amiraux, qui en général ont plus d'autres fonctions plus militaires, mais leur fonction de préfet maritime, elle est rattachée au Premier ministre. C'est une fonction donc qui a bien sûr un côté plus civil. Et la spécificité, c'est qu'en France, le préfet maritime a à la fois la responsabilité, mais la possibilité surtout de coordonner et donc d'utiliser l'ensemble des moyens de l'État qui travaillent en mer. Et ça nous permet de gagner en réactivité, en efficacité, en efficience, chose que nos voisins européens en général nous envient. Oui, voilà. Effectivement, c'est un modèle. Pascal, alors, pas sur peut-être la dimension qui va être parfaitement synthétisée par Christophe. Il va même te nettoyer le micro, tu te rends compte. Le dessus, non. Sur ce sujet-là de sécurité maritime, on en parlait quand on a préparé cette table ronde. Et ce sujet-là, en Méditerranée, on en parlait un petit peu il y a 10-15 ans, mais ce n'était pas un sujet majeur. C'est aujourd'hui en train de devenir le sujet. Oui, alors un mot d'abord parce que je vais illustrer ce que vient de dire le représentant du préfet maritime à la Méditerranée. Moi, j'ai été préfet maritime dans la Manche et de la mer du Nord. Donc finalement, sur 2 des 3 thèmes, et c'est pas le dernier, mais c'est pas celui que tu évoquais, c'était encore plus illustratif à mon avis. Sécurité nautique de la navigation.
De quoi parle-t-on? De 75%, 80% du trafic européen passe ici sous les fenêtres, sous nos fenêtres, et une grosse partie aboutit dans l'entonnoir de la Manche du Pas-de-Calais. Les risques qui sont liés d'abord au moment où les bateaux se resserrent. Donc c'est quoi? C'est les Bouches de Bonifacio ici, et sinon Gibraltar. Sinon, c'est vrai que le trafic en Méditerranée, il est relativement sécurisé. Quand je regarde ça avec mon regard de préfet maritime de la Manche, par rapport à la Manche, qui est vraiment un goulot d'étranglement où il y avait des risques de collision tous les jours. Quand on continue à parler sécurité de navigation, et là je ne fais que compléter ce qui vient d'être très bien dit, moi en tant que préfet maritime, quand on parle de catastrophes, on pense souvent à des marées noires et donc à des problèmes de pétrole. Ce qui est vrai, c'est ce qui est le plus spectaculaire, et puis on pense tous à la Boko Cadiz, évidemment, des choses comme ça. En tant que préfet maritime, moi, je me suis rendu compte que la vraie catastrophe qu'il faut craindre, c'est les bateaux chimiques. Il y en a de plus en plus, des cargaisons chimiques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexes. Et le problème la différence entre le chimique et le pétrole, c'est que le pétrole, on sait ce que c'est. On peut anticiper. On connaît, on a des abacs, on sait en fonction de la viscosité, de la météo et de la taille du bateau, on peut déjà prévoir assez bien avec les courants où ça va aller, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller contre. Les produits chimiques, à chaque fois, c'est nouveau. Donc à chaque fois, s'il y avait un feu sur un produit chimique, tout de suite, il faut se poser des tas de questions propres à ce cas, et donc c'est extrêmement complexe. Là, il y a un vrai risque en matière de sécurité. Troisième caractéristique, c'est la taille des bateaux, donc les paquebots, les porte-conteneurs, 20 000 boîtes aujourd'hui, bientôt 25 000. C'est un vrai sujet en termes de manœuvrabilité et en termes de risque. On l'a vu avec le Costa Concordia, hein, on voit ce qui peut arriver. Et tout dernier point, plus on est proche des côtes, plus c'est dangereux. Pour nous, d'ailleurs, hein, pour les gens et donc pour la collectivité. Donc, je l'ai dit, proche des côtes, c'est Bouches de Bonifacio ou Gibraltar. Donc, c'est pas si près que ça de Toulon, mais enfin, les Bouches, on a vu que c'était pas si loin que ça. Et puis les ports, bien sûr. Quand un bateau se rapproche d'un port, s'il y a une catastrophe à ce moment-là, s'il y a une collision, s'il y a un bateau qui brûle, là, on a des énormes sujets en termes de sécurité liés à la sécurité de la navigation. Deuxième sujet, c'est le terrorisme. C'est un sujet, il y a 20 ans, ou il y a 15 ans encore, ou il y a même 10 ans, quand on parlait du terrorisme, on disait le risque, c'est le bateau, c'est l'Aquilée Lauro. Hein. C'est un bateau qui est pris en otage par des gens qui veulent l'utiliser comme une arme, ou soit ils disent on va tuer tous les 2 heures, on tue un certain nombre de gens tant que vous n'avez pas fait ce qu'on vous demande de faire, soit ils s'en servent comme bateau suicide, et ils rentrent dans un port, et ils le font exploser. C'était ça le scénario. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a le scénario du Bataclan. Un Bataclan sur un ferry, un Bataclan sur un paquebot. Là, c'est extrêmement compliqué. Je pense que là, pour le coup, c'est peut-être plus compliqué ici que ça l'était en Manche-Mer du Nord pour moi quand j'étais en responsabilité, parce que ici, les bateaux peuvent être très loin de la côte. Et donc l'intervention peut prendre beaucoup de temps, et techniquement elle est compliquée, mais là je laisserai le représentant du Prémar éventuellement en parler si besoin était. Le dernier point que moi je vois, alors excusez-moi, mais terrorisme dans un port, donc imaginez une prise d'otage ou une prise de contrôle d'un bateau du côté de Fos, là on peut avoir des conséquences dramatiques pour peu qu'il y ait des produits chimiques, etc. Alors là on a vraiment des scénarios très complexes à gérer. Et le dernier volet, c'est celui que tu voulais me faire évoquer, qui est le volet pour le coup, de l'impact de la situation géopolitique de la zone sur la sécurité. Alors en Manche-Mer du Nord, parce que là il n'y a pas de problème, on ne va pas faire la guerre aux Anglais, malgré tout. C'est fini. Hein, voilà, c'est dit. En revanche, en Méditerranée, on pourra en reparler tout à l'heure, mais en Méditerranée, on a un vrai sujet en termes de sécurité, d'insécurité, de tensions croissantes. Ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée orientale, la situation qu'on a avec les Turcs, on pourra en reparler, ça génère un environnement dans lequel les bateaux de commerce qui naviguent, qui sont pour rien dans cette affaire, hein, c'est comme s'il y avait une autoroute qui traversait une zone de guerre, ou une zone en tout cas de tension qui peut dégénérer en guerre. Là, il y a des risques nouveaux qui apparaissent, et donc il faut qu'ils soient pris en compte par les acteurs, parce que un risque de méprise peut arriver, un bateau qui serait utilisé comme chantage vis-à-vis d'un autre. On a des tensions liées à des forages gaziers, donc avec des bateaux civils qui interviennent. Donc des méprises peuvent se faire. Un bateau qui croit en toute innocence naviguer au milieu de la mer Jolie et qui se retrouve dans une zone tendue,
avec des bateaux de guerre qui se menacent les uns les autres, peut être pris dans une affaire. Et donc ça, c'est une nouvelle problématique de sécurité. À prendre en compte. Alors, Jean-Guillaume Rémy, pour la gendarmerie maritime, donc tous les acteurs doivent prendre en compte le panorama qu'on vient de dresser. Vous, c'est effectivement votre quotidien, la gendarmerie maritime. Vous êtes impliqué sur la lutte antiterroriste, notamment, pas l'intervention, mais en tout cas la partie prévention. Tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est votre quotidien opérationnel sur le terrain? Alors tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est mon quotidien en partie. Quand on pense à la mer, on pense effectivement à l'immensité, on passe aux problématiques stratégiques qui viennent d'être évoquées et qui sont de plus en plus importantes dans un monde effectivement qui est très instable. Mais la mer, c'est aussi de plus en plus le bassin versant de l'activité terrestre. Moi, gendarme, mon quotidien, c'est notre vie de tous les jours. C'est la sécurité des biens et des personnes tous les jours. C'est-à-dire, c'est en été au mouillage, non plus 20 navires qui sont dans une anse sympathique, mais 70 navires avec la sociologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus des gens de mer, mais sont des usagers, pour lesquels l'entraide que l'on connaît justement chez les gens de mer est beaucoup moins spontanée. Les problématiques de rodéo dont on a beaucoup entendu parler cet été, nous on les observe en mer. Non, on est dans le droit commun. Pas du tout dans les mêmes proportions, bien sûr. Mais effectivement, lorsqu'on a des essaims de jet ski qui viennent troubler la quiétude de nos concitoyens, le pacte social, y compris en mer, il commence à être altéré. Donc ça aussi, ça fait partie des choses nouvelles que l'on commence que l'on doit prendre en compte. Pareillement, on observe, pas du tout une fois encore dans les mêmes proportions que ce qu'on peut observer à terre, mais quand parfois plusieurs familles louent un voilier et puis passent quelques soirées ensemble, qui peuvent être plus ou moins arrosées, peut y avoir des disputes à bord et peut y avoir, comme à terre, des violences. Et là aussi, ces violences, il faut bien les traiter. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont pas théoriques, qui sont très concrètes. Alors c'est un petit peu ancien, mais ça a moins d'un an. Nous avons interpellé en limite de mer territoriale un individu qui, quelques heures auparavant, avait donné des coups de machette à ses passagers suite à un différend qui était venu dans la discussion. Donc il y a d'abord eu une phase de secours coordonnée par le CROSS. Il y a une phase de police judiciaire avec en plus effectivement cette personne était signalée comme étant armée, mais un fusil de chasse, ni plus ni moins, la vie de tous les jours. Donc il avait la nécessité de l'interpeller. On a monté une opération comme on le monte à terre, mais avec la spécificité maritime, donc avec la nécessité d'avoir toutes nos capacités, une vedette, des unités d'intervention de premier niveau, qui ne sont pas des unités d'intervention spécialisées, avec des prérogatives judiciaires. Et puis derrière, effectivement, une fois que l'intervention avait été faite, l'action de l'État en mer a retrouvé toute sa pluralité, puisque nous avons eu le concours d'un navire, donc c'était l'abeille, pour pouvoir ramener le bateau qui avait été saisi. Et cette affaire-là, qui est très simple, en 6 heures, elle a été bouclée. Il y a quelques années, elle n'aurait pas été bouclée. L'individu aurait été inscrit officier des personnes recherchées sur toute l'Europe. Et on ne l'aurait certainement pas eu. Aujourd'hui, il a été condamné. Donc ça, c'est un exemple. Prise en compte un autre exemple, c'est effectivement les atteintes à l'environnement. Alors, il y a les atteintes à l'environnement de grande envergure, donc effectivement suite à des abordages, mais il y a aussi les atteintes à l'environnement du quotidien. Alors quand je dis atteinte à l'environnement, c'est au sens le plus large. Une problématique que nous connaissons bien et sur laquelle la préfecture maritime travaille beaucoup, c'est la problématique de la destruction de la Posidonie. On est là face à un contentieux de masse. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aujourd'hui, ce sont les navires de plus de 24 mètres, mais sur la Côte d'Azur, c'est quand même l'endroit où il y en a le plus au monde. Donc effectivement, on est sur un contentieux de masse. Donc on est obligé d'avoir une politique de gestion de masse de ce contentieux. On ne peut plus aujourd'hui se contenter de mener quelques opérations où on verbalise, les services sont contents, on a verbalisé 10-15 personnes, mais il s'agit bien de pouvoir apporter une réponse publique qui soit une réponse de masse. Donc on a toutes ces problématiques-là. La menace terroriste, oui, il y a bien évidemment le risque du Bataclan, celui qui a fait qu'il y a eu des changements très importants en France dans la façon dans les opérations de contre-terrorisme. Mais la réalité du terrorisme en France, tel qu'on l'observe aujourd'hui, c'est du terrorisme low cost. C'est l'individu qui a décidé qu'il va monter sur un bateau à Toulon pour aller à Porquerolles, qui va sortir un couteau. Là, l'effet de panique va être encore plus important parce qu'il n'y a pas de possibilité de se mettre à l'abri. Les dispositifs nationaux ne sont pas adaptés à la cinétique. Donc, effectivement, il faut apporter une réponse qui est la nôtre. Pour ce faire, des dispositifs ont été mis en place de sécurisation, d'escorte aléatoire de navires, etc. Donc, effectivement, au-delà de ces grandes problématiques stratégiques, de ces grandes gestions de crise qui sont évoquées et auxquelles l'ensemble des services de l'État se préparent, il y a aussi c'est ce que j'appelle la sécurité publique du quotidien. Enfin, dernière chose,
l'ordre public maritime, et là je parle effectivement sous l'autorité d'un ancien préfet maritime, il y a les sujets que l'on connaît bien, c'est-à-dire avec les contestations des pêcheurs à quelques moments. En Corse, pour nous, en Corse et sur Marseille, les problématiques donc de la méridionale ou de la Corsica-Linéa. Mais aujourd'hui, il y a une contestation sociétale sur beaucoup de choses. Et donc des bateaux qui transportent par exemple des tourteaux de soja, moi j'avoue ne pas y avoir pensé, peuvent faire l'objet d'attaques qui sont des attaques asymétriques. Là aussi, c'est pas théorique, ça s'est passé à 7 et il y a un petit peu plus, il y a 18 mois. Également, l'huile de palme. Là aussi, il peut y avoir des attaques asymétriques, mais qui ne sont pas acceptables, qui viennent troubler le bon fonctionnement de la vie de la cité. Donc là aussi, il faut les prendre en compte avec des outils qui sont adaptés à ces problématiques d'ordre public. Enfin, nous avons ici beaucoup d'événements de très grande ampleur, que ce soit des événements sportifs, que ce soit des événements culturels, le Festival du film de Cannes, des événements politiques. Euromed, il y a 15 jours, le président de la République qui vient passer ses vacances ici, etc., etc. Là aussi, menaces terroristes de haut niveau, bien sûr, à prendre en compte, mais également des menaces contestataires, que ce soit gilets jaunes. Tout l'été, nous avons été embêtés par des gilets jaunes qui se mettaient dans des bouées gonflables en forme de homard géante. Ça fait sourire, mais il faut bien le traiter avec des outils qui sont adaptés, des outils qui sont les outils démocratiques, prenant en compte la spécificité maritime. Donc on voit bien qu'effectivement, le spectre haut est de plus en plus important et nécessite toute notre attention à chaque instant, mais nous ne devons pas négliger la sécurité du quotidien, le bien-être du quotidien, et donc qui aujourd'hui, surtout, en tout cas, moi c'est ce que j'observe en Méditerranée, dans un littoral qui est extrêmement urbanisé, dans lequel on a de plus en plus ces difficultés, ces sujets à traiter avec des savoir-faire, un cadre légal et des moyens techniques tout à fait particuliers. Oui, voilà, donc, merci pour ce complément. Effectivement, là, on a une facette globale qui sont autant de possibilités de développement, d'innovation pour venir en aide aux services chargés d'assurer sa mission. Hervé Moine, donc Chambre de commerce et d'industrie du Var, gestionnaire des ports. Le tableau qu'on vient de dresser, il est, bon, vous le découvrez pas, vous le prenez en compte, vous avez anticipé, vous avez justement, on a évoqué la dimension coopération européenne. Vous avez essayé de trouver des solutions pour justement prendre en compte tous ces volets. Juste, non seulement on l'a anticipé, on va en parler avec les projets maritimes, certes, mais on l'a vécu. On l'a vécu, juste pour terminer sur les exemples, je vois qu'il y a pas mal d'exemples donnés. Les Gilets jaunes, effectivement, on a été bloqués. Et par rapport aux tensions qu'il y a aujourd'hui avec la Turquie, je pense que si on se remet dans le contexte d'il y a 1 an et demi, on a été bloqué, le terminal de Breguet a été bloqué plus de pratiquement 1 semaine, avec 400 chauffeurs turcs. Quand on connaît aujourd'hui les tensions qui se passent au niveau géopolitique, peut-être que le conflit qu'on a eu à gérer avec des ronds-points bloqués, des routes bloquées, des trafics arrêtés, peut-être effectivement on aurait dû aborder la problématique complètement différemment que ce qu'elle a été faite. Voilà, pour vous dire que effectivement c'est notre, entre guillemets, c'est notre quotidien. Sur la sécurité sanitaire, on va certainement en reparler aujourd'hui, qui est nouveau. Bien sûr, le terrorisme qu'on vit au quotidien, la sensibilisation. Voilà, je voulais dire peut-être un mot avant de parler de ce qu'on a pu anticiper. C'est la sensibilisation déjà des acteurs portuaires, puisque c'est quand même le passage portuaire entre l'interface mer-terre. C'est là que effectivement la problématique peut devenir généralisée sur le territoire au-delà de ce qui se passe sur la masse d'eau. Et effectivement, c'est la sensibilisation, mais déjà de nos propres personnels, des acteurs portuaires, l'ensemble, et puis certainement et des citoyens qui sont pas loin, parce que ils sont loin de se douter de tout ce qu'on vient de dire là. Vous avez vu, le panel il est très large et presque il peut faire peur. Je crois le mot c'est ça. D'ailleurs on le sent tous les jours dans les médias, dans ce qu'on veut nous faire transpirer, etc. Donc côté exploitant portuaire, oui, on l'a anticipé. Et effectivement, grâce à des financements maritimaux vraiment très structurants pour nous, puisque c'est des études peut-être qu'on n'aurait jamais menées, et nos acteurs sont là. Depuis maintenant 3 ans, on a mis en place toute une structure au sein de la Chambre de commerce pour essayer de capter des aides sur la thématique portuaire, et elles sont larges, on l'a vu, donc que ce soit sur le GNL, les carburants qui sont devant nous pour étudier l'ensemble de cette filière, et bien sûr les aspects études de danger liés à ça, l'hydrogène qui pointe son nez aussi, et bien sûr toute la partie matières dangereuses,
et maintenant, j'allais dire Covid-oriented, c'est-à-dire tout ce qu'on a devant nous sur une thématique nouvelle qu'on avait peut-être là, alors certainement mes voisins l'avaient anticipé, mais nous, vraiment, on n'a pas de honte à dire, on n'avait pas du tout travaillé sur cet axe-là. Et effectivement, donc aujourd'hui, grâce à des études qu'on lance, et Francis Gabory nous en dira un peu plus tout à l'heure, sur comment justement faciliter le passage portuaire, encore une fois, que ce soit pour le passager ou la marchandise. Voilà, donc c'est vraiment une problématique qui est pas nouvelle, hein, que ce soit de Fos-sur-Mer sur la partie chimique et pétrolière et gazière, ou Toulon, plus dédié sur le passager et du fret. Alors, on va en profiter avec Francis tout de suite pour faire ce point sur ces deux projets européens dans le cadre du programme Maritimo Interreg. Oui. Donc, le projet OMD, Observatoire des matières dangereuses. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous, comme l'année dernière, à l'occasion de l'importante System Factory Day qui doit, cette année, prendre en compte la difficulté globale de la pandémie. Mon discours portera sur la sécurité et ces mots prennent en valeur spéciale et sans précédent pour chacun de nous que nous devons chérir. Je remercie les organisateurs, je remercie System Factory Toulon Var Technologies et la Chambre du commerce du Var, en particulier Pierre Robineau, Stéphane Classe, Elena Tonon, Katia Biza et Francis Gabory. Malheureusement, vous ne verrez qu'une de mes vidéos préenregistrées, mais j'espère pouvoir contribuer à votre travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jacopo Riccardi, responsable du bureau des ports de la région Ligurie, chef de file du projet OMD, acronyme d'Observatoire des marchandises dangereuses, financé par le programme Maritimo au 3e avis. Je veux vous parler de ce projet dont System Factory et la Chambre du commerce de Var sont partenaires, avec l'autorité du système portuaire de la Mare de Sardaigne, celle de la mer Tyrrhénienne du Nord, c'est-à-dire le port de Livourne, et les universités de Gênes et de Cagliari. Nous avons une collaboration avec la capitainerie du port de Gênes, qui, vous le savez, est parmi les plus importants d'Italie. Le projet a une valeur d'environ 2 millions d'euros et a officiellement démarré en mars 2019 et aurait dû durer 3 ans. Bien sûr, ces mois de pandémie ont ralenti certaines activités, mais je dois dire que le travail d'équipe, téléconférences, grande collaboration, devenue amitié, a réduit les dégâts. Nous aurons 3 mois de plus que prévu initialement, mais nous travaillons dur. Commençons par un bref résumé du projet. Tant en France qu'en Italie, le secteur du transport maritime est d'une importance considérable pour le développement socio-économique. Une partie consistante de ce transport est représentée par les marchandises dangereuses. En Italie, en 2015, les transports maritimes des produits pétrolifères, par exemple, ont représenté le 41% des marchandises transportées. Il est nécessaire de considérer que les territoires objets d'enquête se composent d'une zone maritime particulièrement sensible et riche de biodiversité, comme par exemple le sanctuaire des cétacés. Il est donc nécessaire d'affronter les sujets de la sûreté maritime du transport de marchandises dangereuses avec une approche globale et partagée sur les territoires éligibles italo-français, en favorisant l'adoption de systèmes conjoints de contrôle et de suivi qui complètent et améliorent les systèmes actuels de surveillance de la navigation utilisés par chaque pays près des propres ports et près des autorités compétentes. Les objectifs du projet sont la plan et réalisation d'un système informatif conjoint, l'Observatoire, qui opère pour Observatoire italo-français pour le suivi des flux maritimes de marchandises dangereuses et le développement de la sûreté de la navigation. La définition des protocoles d'accord entre les organismes institutionnels et les sujets privés et publics transfrontaliers pour harmoniser les procédures fonctionnelles et d'organisation dans le contexte du suivi du trafic maritime. La définition des standards conjoints pour l'évaluation du risque et le fichier des modèles de gestion des urgences liées aux accidents en mer.
relatifs au transport de marchandises dangereuses et la définition des cartes des risques d'accident. L'Observatoire, c'est-à-dire, présentera un instrument partagé des raccords entre les régions, les autorités publiques compétentes et les sujets privés qui gèrent les marchandises dangereuses. Les premières études sur la disponibilité des données pour les ports italiens ont été réalisées. 2 ateliers techniques ont été organisés pour définir le contenu du flux des données. 5 comités de pilotage ont déjà eu lieu, dont 3 en ligne. Mais ce ne sont pas des aspects très stratégiques. Je veux souligner 3 aspects. Le succès du projet dépend de l'orientation vers les résultats, qui est de créer un outil utile qui survit. Et pour cela, il est essentiel d'orienter l'observatoire vers les objectifs qui ont été et seront indiqués par les utilisateurs finaux. Les données qui alimentent l'observatoire sont celles du système ICE international. Il ne faut pas inventer de nouvelles données, mais améliorer les modèles de risque et notamment l'interférence mutuelle des navires et des marchandises à bord en cas d'accident. 2. La valeur spécifique est donnée par la nature transfrontalière du projet. L'observatoire naîtra modulaire et évolutif afin d'être fonctionnel mais implémentable selon les besoins. 3. L'analyse des risques a pour objectif d'identifier et de déterminer l'ampleur des risques associés au transport maritime des marchandises dangereuses dans les ports, les navires et les terminaux pétroliers sur la mer Méditerranée et de déterminer les mesures de prévention et d'atténuation possibles pour la gestion des risques. Le processus devrait fournir une base pour prendre des décisions optimales en ce qui concerne les mesures d'atténuation et de prévention des risques liés au transport des marchandises dangereuses. L'observatoire doit être donc capable d'observer, comme son nom l'indique, mais également de fournir des éléments prédictifs. Cette double valeur caractérise la fonctionnalité de l'outil que nous allons créer. Une avant-dernière note. Nous voulons souligner que pour adapter les projets à la situation du Covid, 2 partenaires, en particulier la région Ligurie et la Chambre de commerce de Var, ont récemment inclus des activités orientées Covid. Pour la Ligurie, il s'agit de la construction d'un gate intelligent à Vado Ligure, capable de fluidifier les flux des camions transportant des marchandises dangereuses en réduisant les files d'attente et les rassemblements. Par contre, le VAR réalisera l'étude du modèle du terminal intelligent capable de gérer les marchandises en double sécurité du point de vue du danger et de celui de la santé. En conclusion, je veux souligner un aspect fondamental. L'OMD est le projet directeur d'un cluster. On fait partie JS, qui traite des risques d'accident dus à la présence des carcasses en mer. L'OSE+, qui complète OMD par un observatoire côté terre, c'est-à-dire qu'il surveille les flux de marchandises qui sortent du port et sont introduites dans le réseau des routes et d'autoroutes, est encore EasyD, qui s'occupe de la communication liée à la gestion des accidents, Synapse, qui traite plutôt des aspects météorologiques, et Alacres 2, qui a pour objectif premier la simulation des accidents. Ce travail d'équipe passe par le dialogue, la réduction des chevauchements, l'intégration et une meilleure utilisation des ressources publiques. Ce n'est pas un hasard si en septembre de l'année dernière, nous avons présenté conjointement notre projet à Gênes. Merci pour votre attention. Une bonne journée, bon travail. Donc, alors, moi, je ne vais pas parler d'OMD, je vais vous parler du Covid orienté. Oui, parce que voilà, la capacité aussi à faire évoluer les choses. Tout à fait. Au départ, Observatoire des matières dangereuses, mais qui a une vocation à surveiller justement la circulation d'un certain nombre de matières dangereuses. Et là, il y a un focus qui a été fait sur le Covid. Voilà. Donc, on a parlé de sécurité, on a parlé de sûreté, qui sont 2 sujets qui sont très proches. Je ne vous ferai pas l'affront, mais bon, la sécurité concerne surtout tout ce qui est accidentel et la sûreté, tout ce qui est intentionnel. On a maintenant un nouveau terme qu'a évoqué Hervé, c'est la sécurité sanitaire. C'est un terme qui arrive, qui est tout nouveau. Et nous, on s'est rendu compte que nos ports, tels que configurés actuellement, ne sont pas structurés pour répondre aux nouvelles normes sanitaires. Donc, la CCI du Var, qui est partenaire du programme Interreg Maritimo,
et dans le cadre du projet OMD, a lancé une mission d'étude. Donc je rappelle quand même que la CCI VAR a toujours été un pionnier sur la sécurité, mais surtout sur la sûreté, puisqu'en 2010, nous avons mis en place tous les systèmes de sûreté sur les ports de commerce de la RAD en propre. Le président de la Chambre de commerce a souhaité que ce soit le personnel de la Chambre qui assure la propre sûreté des ports. Par rapport à ça, nous avons donc diligenté cette mission d'étude sur du court terme, à savoir les mesures urgentes qu'il fallait que l'on mette en place pour pouvoir accueillir les usagers en toute sécurité. Ce court terme est traduit par de l'achat de matériel nouveau. Donc ça peut être des nouveaux portiques, puisque de nouvelles technologies de portiques apparaissent. Ça peut être également, et vous avez en bas, au niveau de l'accueil Interreg Maritimo, une borne dite innovante, voilà, qui est ici, que je crois que nos amis de la marine commencent à connaître sur le PA. C'est une borne qui, quand vous vous mettez devant, si vous n'avez pas le masque, vous dit de mettre le masque. Ensuite, elle teste votre température. Donc, elle vous donne une autorisation d'accès. Et ensuite, elle vous distribue du gel. Elle peut aller plus loin puisqu'elle est évolutive. On peut l'interfacer avec des logiciels derrière et faire du contrôle d'accès. Mais voilà, donc dans le cadre innovant, vous l'avez en démonstration en bas. Vous pouvez y aller de suite après. Vous verrez, ça fonctionne. Sur le plus long terme, en fait, on s'est posé une question. On s'est posé la question, comment gérer nos ports à plus long terme et quel serait le port du futur? Donc un port qui serait entièrement automatisé et dans lequel l'usager n'aurait pas à toucher pour aller au sanitaire, ouvrir des portes, etc. On a même été plus loin dans la démarche et c'est le but de la consultation que nous avons lancée en demandant quel pourrait être aussi le parcours d'un usager d'un point A à un point B, c'est-à-dire de son domicile jusqu'en Corse, Sardaigne, en ayant une application qui mettrait en liaison aussi bien le terrestre, l'interface portuaire, donc ce que disait Hervé, avec tout ce qu'il y aura d'automatisé, et le trafic maritime. Tout cela, bien évidemment, il faudra le concilier avec les compagnies maritimes, les armateurs et les acteurs portuaires. Et les passagers aussi, bien évidemment. Un petit mot sur le projet Eastside. Hein. Donc, il y a un focus group sur ce projet. Non, mais Francis, tu peux garder le micro, c'est toi qui vas parler de ça aussi. C'est pour moi. Donc, deuxième projet dans le cadre Interreg Maritimo, donc le projet EasyD. Pardon. Je ne veux pas dire Eastside. EasyD. Oui, alors au début, il y a un focus group à 15h30, juste en dessous, là où il y avait les petits manches debout, donc où on reviendra plus en détail. Vous aurez la présentation en vidéo aussi des différents chefs de file. Donc, vous pourrez entendre Jacopo Riccardi, qui est le représentant de la région Ligurie, qui est le chef de file sur le projet OMD dont on vient de parler, et Gianfranco Vancello de l'université de Cagliari, qui, lui, s'occupe de ce projet EasyD. Voilà. Alors moi aussi, au début, je disais EasyD. Hein. Ça peut être la confusion. C'est notre côté anglais. Mais alors, en fait, EasyD, c'est quoi? EasyD, c'est l'innovation pour la sécurité de la mer. Ou Delmar, puisque c'est un projet de nos amis italiens. Hein. Donc, ça vous donne un petit peu la terminologie d'EasyD. Donc, ce projet EasyD, il a pour objectif d'améliorer la sécurité de la navigation commerciale, mais aussi de plaisance, contre les risques liés aux communications terre-mer, navire-navire. On s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal de soucis. Alors, je vais prendre mes petites notes parce que je vous ai quand même fait des petits focus. On a eu pas mal de soucis liés aux communications. Donc, la CCI VAR, elle est partenaire de ce projet et elle est chargée, entre autres, d'un livrable qui est relatif au recensement des accidents survenus en mer à cause des mauvaises communications. Alors, depuis 2010, on constate une baisse de l'accidentologie, plus particulièrement grâce aux mesures de l'ERICA. Après l'ERICA, il y a eu trois phases de mesures qui ont été appelées ERICA 1, ERICA 2, ERICA 3. L'ERICA 1 en 2000, qui concernait surtout les mesures particulières pour les navires. ERICA 2 en 2002, et c'est là où on fait le lien avec le projet EasyD. C'est là où on voit apparaître l'identification automatique, l'AIS. Et en 2005,
sur un renforcement du contrôle des navires. Sur les 10 dernières années, le nombre mondial d'accidents est estimé à 3064, avec en 2010 un pic de 491, qui a été le plus fort de la décennie. On décroît pour arriver en 2018 à 75 et en 2019 à 16. Il est important de souligner que 418 des accidents sont liés au transport des marchandises dangereuses. Et là, on rejoint le projet OMD. Et que, que je ne vous dise pas de bêtises, 56 accidents au niveau mondial sont liés à des problèmes de communication. Sur ces 56 accidents, un focus sur la France en dénombre 39, ce qui est quand même conséquent. Ces accidents sont dus à des mauvais usages ou à une défaillance technique ou humaine du système de communication sur les 10 dernières années. Donc ceci nous permet de se poser la question, les moyens de communication actuels sont-ils nécessaires et suffisants pour faire face à la densification du trafic? On parlait tout à l'heure de trafic manche. En Méditerranée, il faut avoir conscience qu'environ 220 000 bateaux de plus de 100 tonnes transitent en Méditerranée chaque année. Cela représente un tiers du trafic mondial. Le développement de l'application de modèles de communication innovantes utilisant les technologies ICT, donc sur ISID, sont tout à fait pertinentes et les études menées dans le cadre du projet ISID font tout son sens. L'idée, c'est de trouver quels moyens de communication on pourrait améliorer ou apporter à nouveau. Merci beaucoup de ce focus. Christophe Pavot, élément clé, cette communication. Il y a encore la technologie a bien évolué, on parlait de l'AIS. Il y a encore des progrès à faire. Alors, ce qui est évident, c'est que l'AIS a été un apport considérable depuis qu'il existe sur les navires, depuis même qu'il a été rendu obligatoire sur les navires. Donc, c'est une aide particulièrement précieuse, notamment pour le suivi de ces navires. Mais ça ne permet pas seulement de les positionner, mais aussi d'avoir des éléments sur leur cargaison ou sur leur cinématique. Et puis, ça génère éventuellement des questions complémentaires qui sont faites soit par les sémaphores, soit par les crosses, ou alors qui permettent d'alimenter des bases de données. Pour revenir à la question donc des éventuelles communications, j'ai envie de dire, parce que c'est amusant, je vais citer une anecdote qui circule assez souvent dans la marine, mais qui est sans doute réelle, sans doute, je ne l'ai jamais vérifié personnellement, où un navire de guerre fortement armé américain avait un jour interrogé par la radio maritime un objet qui était sur sa route en lui demandant de s'écarter de sa route jusqu'au moment où il s'est aperçu qu'il était en train d'interroger un phare. Donc vous voyez, c'est une illustration. Bon, on peut en rire, mais à la limite, on n'est pas à l'abri de ce genre d'erreur. Donc, mais ça prouve bien que quel que soit le niveau d'équipement, le niveau de compétence, on peut aussi quand même tomber dans ce type d'erreur, et c'est bien celle-là qui génère des accidents. Plus sérieusement, pour revenir à la question, oui, bien sûr, la question des communications et la sûreté de ces communications est essentielle. C'est à la fois un problème d'équipement, qu'il soit obligatoire ou non. Une partie de ces équipements sont obligatoires pour certaines catégories de navires, mais pas obligatoires pour le plaisancier qui sort pour la sortie du dimanche. Et encore, ça dépend sur quel type de bateau. Donc c'est un problème d'équipement, mais c'est aussi une question d'utilisation et de bonne utilisation de ces équipements. Donc entre guillemets d'éducation maritime, etc. Là, je parle pour le plaisancier et les usagers moins habituels. Bien sûr, pour les professionnels, ça existe et ça fait partie de la formation. Il y a des normes là-dessus. Et puis après, et là je fais le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est aussi un problème d'innovation, de trouver des systèmes nouveaux, plus performants, peut-être plus automatiques, donc qui permettent d'éliminer un certain nombre d'erreurs. Et là, donc, on a besoin d'innovation, de systèmes nouveaux, mais dans le domaine des communications, on est dans le domaine du numérique. On doit pouvoir trouver ce type d'équipement. Voilà, j'ai pas d'exemple précis à citer, mais... Jean-Guillaume Rémy pour la gendarmerie maritime. Oui, alors effectivement, sur tout ce qui est moyens de communication, tout vient d'être dit. Moi, ce que j'ajouterais, et en m'appuyant sur l'expérience qui est la mienne de camp de groupement, il faut qu'on ait des systèmes qui soient résilients, et non pas uniquement pour les forces armées ou pour les forces de sécurité, pour tout le monde.
puisque aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, et qui ne sont pas forcément des raisons criminelles, hein, simplement pour préserver son intimité, il y a beaucoup de yachts qui sont dotés de dispositifs de brouillage de drones. Sauf que ce n'est pas chirurgical du tout, mais absolument pas. Je vais vous raconter une anecdote. En allant contrôler un yacht à La Ciotat, ce jour-là, il y avait sur La Ciotat un réseau téléphonique ne fonctionnait pas. Donc la plupart des gens s'insurgeaient en disant que c'était de la faute de l'opérateur. Sauf que c'était un autre yacht que celui qu'on était en train de contrôler qui, par inadvertance, paraît-il, donc en fait avait simplement déclenché son dispositif de brouillage de drone et en fait a privé la ville de La Ciotat d'une partie du réseau d'un des opérateurs de téléphonie. Les conséquences, elles sont de plusieurs ordres. C'est des conséquences d'ordre public. Ça peut être effectivement des conséquences criminelles si c'est fait de façon intentionnelle, parce que ça peut être contre rançon. Et puis parfois, c'est fait véritablement par inadvertance. Aujourd'hui, un brouilleur de signal GNSS, vous le savez mieux que moi, ça peut avoir la taille d'un briquet Zippo, et il y a des gens qui les utilisent uniquement pour en fait brouiller le GPS que le patron a mis dans le véhicule, et puis ils peuvent l'emporter avec eux sur le bateau, et puis quand ils font de la plaisance, et puis regarder ce que ça fait. Donc effectivement, on peut avoir des conséquences liées en fait à la vulgarisation de la technologie, à la vulgarisation de ces outils qui permettent des actes agressifs sans qu'ils soient pour autant de façon intentionnelle. Et donc là, il y a des enjeux qui sont très importants, un cadre juridique aussi à construire et qu'on construit actuellement avec la NFR puisqu'il n'est pas adapté justement aux enjeux, mais il faut que nativement les dispositifs de communication prennent en compte ces risques d'agression, qu'elles soient volontaires ou pas. Pascal. Oui, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. On va vers plus de communication pour plus de sûreté et en même temps on génère des nouvelles vulnérabilités. Ce matin, vous avez parlé de cyberdéfense. Aujourd'hui, c'est une véritable menace qui permettrait à un hacker quelque part de prendre le contrôle d'un bateau et de l'utiliser beaucoup plus simplement finalement qu'une opération commando type Aquila à l'Euro ou même un Bataclan-sur-Mer. Et les conséquences peuvent être tout aussi dramatiques. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé, c'est normal, de criminalité. Donc ça peut être des mafieux qui font ça pour de l'argent, etc. Ça peut être des terroristes qui font ça pour une idéologie. Mais ça peut être, et de plus en plus, et là c'est le géopolitologue qui parle, de plus en plus un État. On est dans un monde où les États s'émancipent complètement de la norme, du multilatéralisme, de l'arrangement à l'amiable, en gros, qui a été la règle, même quand on n'était pas d'accord, on essayait de s'arranger à l'amiable depuis environ 70-80 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est fini, de plus en plus fini. Un pays comme la Russie, la Chine, ou un pays comme la Turquie ou l'Iran, peuvent très bien, pour passer un message politique, hacker un bateau, le prendre, créer un incident d'une ampleur qui aura été déterminée à l'avance, pour passer un message et dire « Venez pas m'embêter pour le gaz à Chypre, parce que moi je peux vous embêter très fortement à Marseille et vous aurez des soucis derrière. » Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. L'environnement stratégique dans lequel nous travaillons tous, nous vivons tous, a considérablement changé et ça nous concerne au quotidien. Ça nous concerne pour ce qu'on vient de dire, sécurité maritime, mais ça nous concerne également, on a évoqué les manifestations avec les camions turcs. Imaginez 2 secondes que le gouvernement turc souhaite faire passer un message et génère des mouvements sociaux avec la population turque, ce qu'ils ont commencé à faire, effectivement, ce qui est fait à une petite échelle. Imaginez quelque chose de plus grande échelle. Et on est dans un environnement, le bassin méditerranéen, c'est une des 2 zones les plus chrysogènes du monde. Il y en a 2 dans le monde. Il y en a une, c'est la mer de Chine du Sud. Bon, c'est un peu loin de chez nous, mais quand même, on y est présent. Et donc, on pourrait très bien avoir un retour de balancier par les autorités chinoises. Typiquement, imaginez un scénario où on soutient Taïwan ou Hong Kong, et les Chinois veulent nous dire « Ne vous mêlez pas de cette affaire-là, et je vous passe un petit truc en vous piratant le port de Marseille, par exemple. » Mais donc là, ça c'est la première zone. Et la deuxième zone, la plus chrysogène au monde, celle où il y a le plus de risques de conflit, où il y a le plus de tensions, c'est la Méditerranée. Et là, pour le coup, c'est notre mer. On est juste devant. Allez, très rapidement, parce que le temps passe, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette aujourd'hui en termes de technologie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer? Notamment, on en avait parlé, Jean-Guillaume, sur la transmission des données. C'est un outil dont aujourd'hui vous avez besoin, très clairement. Oui, effectivement, quand moi je suis arrivé en gendarmerie maritime, après une carrière de gendarme, je pensais naïvement qu'une vedette, c'était une sorte de brigade sur l'eau.
En fait, pas du tout. Donc aujourd'hui, avec le temps qui s'est raccourci, les décideurs, que ce soit des décideurs politiques, des décideurs administratifs, des décideurs judiciaires, ils veulent effectivement pouvoir avoir les éléments tout de suite. Donc il faut qu'on puisse, et il faut que ce soit facile pour l'agent, quelle que soit l'administration à laquelle il appartienne. Donc il faut qu'on ait à la fois des systèmes qui soient intégrés, qui puissent permettre de partager l'information le plus rapidement possible, où que l'on soit, sans risque de brouillage, etc. Et ça, alors effectivement, ça peut sembler évident de le dire, mais force est de constater que pour de la masse, une fois encore, puisque les bâtiments de la Marine nationale, pour des problématiques stratégiques, bien évidemment, sont capables de faire ça. Mais les affaires maritimes, la gendarmerie départementale, donc actuellement, nous ne disposons pas de ces capacités. Donc effectivement, nous avons besoin d'une technologie qui soit de la technologie Clio, si j'ose dire, c'est-à-dire facile à mettre en œuvre, pas cher, qu'on peut renouveler facilement et qui peut s'adapter aux innovations très rapidement, pour qu'effectivement nos agents, quels qu'ils soient, puissent facilement les mettre en œuvre. Ça, c'est important. Et puis l'automatisation, pour prendre en compte justement un certain nombre de contentieux qui sont faciles à constater, et tant qu'il n'y a pas effectivement de contestation de la constatation initiale, on puisse pouvoir les traiter. C'est à ce titre-là qu'on pourra régler enfin les problématiques de vitesse excessive dans les zones de 300 mètres et qui sont extrêmement accidentogènes et qui font des blessés et des décédés tous les ans. C'est comme ça qu'on pourra prendre en compte, effectivement, mettre en œuvre les politiques publiques qui sont décidées pour les mouillages, etc. Et que nous pourrons nous concentrer sur les choses qui sont plus difficiles, pour lesquelles l'intelligence artificielle, dans l'état de ma connaissance, n'est pas complètement prête, puisque nous, ce sont des éléments humains qu'on essaie d'analyser. Comment savoir qu'un bateau un bateau de plaisance a une marche erratique? Bateau de plaisance qui a 25 nœuds, c'est normal. Qu'il aille de côte en côte, c'est aussi normal. Donc tous ces éléments-là, le puits de données qui permet effectivement de connaître, de discriminer un comportement dangereux pour la sphère d'activité qu'est la mienne, aujourd'hui, il est très difficile à définir. Donc il faut qu'on puisse mettre de côté ce qui est évident pour se concentrer sur ce qui n'est pas prévisible. Christophe Pagot, pour la préfecture maritime, et on termine avec... Sur ce sujet, je reviens juste sur ce qui a été dit à propos de l'intelligence artificielle, parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, ça va permettre d'améliorer ce qui existe, c'est-à-dire des systèmes de traitement des données qu'on récupère via les capteurs que sont les bateaux, les avions, etc. La problématique, c'est de les traiter en masse, de les corréler, de les rendre cohérentes et surtout d'aller plus vite, hein, on l'a dit, pour répondre notamment aux besoins des donneurs d'ordre, etc. Là, l'intelligence artificielle va apporter réellement quelque chose de plus. Beaucoup d'entreprises innovantes s'intéressent à ce sujet-là, on fait de l'analyse de comportement maintenant par l'intelligence artificielle, avec des senseurs qui sont spécifiquement maritimes, mais qui permettent déjà de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, bien sûr, enfin, ça concerne d'une façon plus générale tout ce qui est intégration des nouvelles technologies, donc la digitalisation et l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est surtout de pouvoir travailler en temps réel, donc de devenir plus réactif. Là, je parle principalement de surveillance, mais après, s'il y a un problème, il faut intervenir. Et là, c'est un peu plus délicat d'intervenir en temps réel, puisque ça voudrait dire qu'il faudrait avoir des bateaux partout sur la mer. Bon, mais là aussi, il y a peut-être des solutions à trouver. Et puis, je reviens aussi sur ce qu'on voit de plus en plus, à la fois sur la terre, mais évidemment au-dessus de la mer, sur la mer ou en dessous de la mer, ce sont les drones, évidemment. Et là aussi, on est en train de progresser, pas plus tard que... Enfin, en ce moment, la préfecture maritime est en train d'expérimenter un drone aérien dont l'objectif est de faire de la surveillance maritime. C'est nouveau. C'est un drone qui a été financé par l'Union européenne, par l'Agence européenne de sécurité maritime, pour être plus précis. Donc, on est bien sûr déjà quelque chose qui est partagé, qui est international. On fait de l'expérimentation, donc on est encore au début de l'ouverture de ce domaine, entre guillemets, mais c'est en train de devenir une réalité. Et puis, si je fais une petite digression, mais là je sors du domaine technique, un des moyens aussi de faire plus de sécurité maritime, en se fondant sur des données acquises grâce à des moyens techniques, c'est aussi peut-être de durcir certaines réglementations ou de les faire évoluer, parce que s'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de police, etc. Et donc, on ne diminue pas les risques, j'ai envie de dire, c'est comme sur la route. Ça, c'est une question plus politique, donc qui ne se tranchera pas forcément ici entre techniciens. Hervé,
sur cette question, il y a des trous dans la raquette. Oui, effectivement, comment on y répond quasiment tout a été dit. Je ne vais pas répéter. Bien sûr qu'on va aller vers de l'innovation, de la technologie dans les ports pour justement aller vers un port connecté, un port automatisé et un port, bien sûr, avec cette notion de fiabilité du passage portuaire, comme je disais tout à l'heure. Je pense que ça, c'est la haute technologie, c'est la high-tech. Et je pense qu'il y a un volet qu'il ne faut pas qu'on sous-estime, bien qu'on soit d'un rassemblement plutôt tourné vers les technologies. C'est tout ce qui touche à la low-tech et peut-être le soft, c'est-à-dire le citoyen. Pour moi, c'est-à-dire comment, avec tout ce qu'on vient de dire, s'il y avait des citoyens là, je pense qu'ils repartent chez eux et ils se disent, C'est après... diffusé sur YouTube. Hein, donc Après, ils le sauront. mais après les fumées du Corsica, qu'on ne sait pas trop comment on va faire, et on voit rien arriver, pourtant on y travaille tous, et il y a eu encore une conférence de presse avant-hier portée par le président et le maire de la métropole, justement, qui est plutôt rassurante, certes, mais si on entend tout ça, je pense que ça va commencer à devenir compliqué pour nos citoyens riverains, qui peuvent être eux aussi, je pense qu'on l'a pas dit, une menace, on l'a dit tout à l'heure un peu avec les gilets jaunes, mais aussi, donc ça fait partie aussi de cette interface ville-port. Et je pense que la notion de port center, d'explication, de pédagogie, de tout ce qu'on est en train de faire là, si on le garde entre nous, je pense que c'est super. On va arriver à évoluer, mais on n'aura pas résolu la problématique qui nous pend au nez. On l'a vu encore avant-hier, tous les jours. Le ministre, les lions, le cirque, le sapin, j'en passe des meilleurs. Donc on voit bien qu'on est à un véritable tournant de pédagogie. Il faut qu'on explique ce qu'on fait. Et ces sujets sont complexes. Ils font un peu peur. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai employé 3 fois le mot. Je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant à ça. Et c'est notre rôle aussi d'autorité portuaire, concessionnaire, enfin tous les acteurs du monde portuaire et bien sûr du monde sur le plan d'eau encore plus, d'expliquer. Je pense on nous attend là-dessus. Je vois rien venir de concret de partout. Hein. Il y a quelques endroits où il y a des initiatives. Je sais que l'Europe nous pousse fortement pour aller vers ces notions de port center. Un port center, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où on va expliquer, à travers les nouvelles technologies, justement, du 3D, de l'immersif, d'expliquer ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est un flux maritime ? Qu'est-ce que c'est un bateau ? Qu'est-ce que c'est demain ? Ce contexte géopolitique dans lequel on vit, encore plus dans le bassin méditerranéen. Voilà. Moi, je pense qu'on a un véritable travail là. Et c'est pas des hautes technologies, sauf que c'est peut-être quelque chose de bloquant demain. On le voit, tous les projets sont attaqués. De Notre-Dame-des-Landes à n'importe quel projet d'infrastructure. Et demain, ça sera les ports. Et on n'est pas loin d'être à ce stade-là. Voilà. Allez, Christophe, le dernier mot sera le mot de la fin. Une minute. En réaction, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est évident, et c'est globalement ce qu'on appelle en général la maritimisation. Et dit autrement, pour moi, ce serait l'injection de quelques gènes maritimes chez tous nos concitoyens. On peut aussi appeler ça de l'éducation maritime, j'en avais parlé tout à l'heure, mais oui, bien sûr, c'est aussi quelque chose d'indispensable pour que finalement chaque Français ou chaque citoyen même du monde devienne un peu plus marin aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, de cet éclairage. C'était passionnant. On aurait pu passer encore 1 heure ensemble, tellement il y avait de sujets à aborder.